À 3 heures du matin, dans une morgue silencieuse, un médecin fatigué tire un drap sur le visage d'une fille morte jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses lèvres sont encore humides. Reste avec cette histoire jusqu'à la fin, car le secret caché dans sa vieille chaussure va bouleverser tout ce que tu penses savoir sur la foi, le pouvoir et la justice. Il est presque 3 heures du matin. L'air dans la morgue est lourd, froid et semble ne jamais changer. Le bruit lointain d'un ventilateur cassé et le goutte-à-goutte lent d'un robinet marquent le rythme de la solitude des lieux. Le docteur Mauricio Herrera ajuste sa blouse, fatigué après une autre longue nuit, un autre corps arrivé sans nom, sans histoire, sans adieu. Il ne savait plus combien de fois il avait répété ce geste. Ouvrir le tiroir, tirer le drap blanc, noter l'heure. Chaque visage qui passait par là laissait un poids invisible sur ses épaules. Certains, il les oubliait en quelques minutes, d'autres restaient. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. La civière se trouvait dans un coin de la chambre froide, sous une lumière vacillante. La jeune femme semblait endormie, ses cheveux encore humides collés à son visage pâle. Il y avait là quelque chose de paisible, un repos qui semblait trompeur. Mauricio s'approcha lentement, un chiffon humide à la main. Il prit une profonde inspiration. « Excusez-moi », murmura-t-il, sans savoir à qui il s'adressait. C'était une habitude chez lui, une façon de ne pas traiter ce corps comme un objet. Il essuya le front de la jeune femme avec le chiffon, nettoyant une trace de boue. Son toucher était léger, presque trop prudent pour un homme qui voyait la mort tous les jours. Il s'arrêta un instant et regarda son visage. Elle était jolie, mais pas comme celle qu'on voit dans les magazines. C'était un vrai visage humain, le genre de beauté que l'on aperçoit quelques secondes dans le bus et qu'on n'oublie jamais. De longs cils, des lèvres entr'ouvertes, une petite coupure au menton. Mauricio soupira. Combien de fois avait-il pensé à tout laisser derrière lui? Combien de fois était-il rentré chez lui avec le sentiment que sa vie s'échappait à chaque cadavre qu'il voyait? Mais là, devant cette fille, quelque chose en lui bougeait. Il mouilla à nouveau le chiffon et lui essuya les lèvres, enlevant la boue et le sang séché. Le geste était simple, presque mécanique, mais lorsqu'il retira le chiffon, il vit que ses lèvres brillaient. Ce n'était pas un reflet de la lumière. Il connaissait cette brillance. Elles étaient humides, vivantes. Son cœur se mit à battre plus vite. Il fronça les sourcils et se pencha un peu plus près, retint son souffle et s'approcha tellement qu'il pouvait sentir le doux parfum de la terre et de l'eau. Le bout du chiffon tremblait dans sa main. Il murmura, secouant la tête comme pour se convaincre que ce n'était que son imagination. Mais les lèvres étaient toujours là, avec cet éclat qui ne correspondait pas à la mort. Il lui ouvrit légèrement la bouche et y glissa 2 doigts, les touchant avec précaution. Elles étaient froides, certes, mais pas comme les autres. Il y avait quelque chose de différent, une humidité. Le temps semblait s'être arrêté. Le bruit de l'horloge avait disparu. L'air était soudain devenu plus lourd. Mauricio recula d'un pas, le regard fixé sur son visage. « Mon Dieu !» dit-il d'une voix très basse. Le tissu glissa de sa main et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Pendant un instant, il oublia qu'il était dans une morgue. C'était comme si le monde entier retenait son souffle avec lui. Cette fille, cet éclat sur ses lèvres. Il ne savait pas quoi penser, mais il savait ce qu'il ressentait. De la peur, de la surprise et un espoir qu'il croyait perdu. Mauricio cligna des yeux, pensant qu'il avait tout imaginé. Mais non, ce n'était pas dans sa tête. Il s'approcha à nouveau, et les lèvres de la jeune femme bougèrent. Un petit tremblement presque invisible, comme le premier souffle de vent avant la pluie. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il fit un pas en avant, les genoux le soutenant à peine. Il se pencha sur le corps et retint son souffle, les yeux fixés sur sa bouche. Pendant 1 seconde, il crut que c'était le reflet de la lumière froide du plafond. Mais ensuite, il le vit. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement, très légèrement, comme si son corps essayait de respirer même s'il n'en avait plus la force. Le cœur de Mauricio se mit à battre vite et de manière irrégulière, comme s'il voulait crier à l'intérieur de sa poitrine. Il posa sa main sur la poitrine de la jeune femme, hésitant, les doigts tremblants. Rien. Il appuya à nouveau, un peu plus fort. Silence. Mais alors, quelque chose. Une légère impulsion, presque invisible, comme le toucher d'une plume. « Mon Dieu !» dit-il à nouveau, plus doucement, comme si même sa voix avait peur. Il regarda autour de lui. Tout le service semblait le regarder. Les néons émettaient un léger bourdonnement et l'air sentait le désinfectant et le métal. Mauricio porta la main à son front, essayant de comprendre s'il rêvait, si la fatigue lui jouait des tours, mais le corps devant lui ne mentait pas. Ce petit mouvement était bien là. Il était réel. Il fit un pas en arrière, puis un autre en avant, ne sachant que faire.
Son instinct médical et sa peur humaine se livraient une bataille en lui. « Allez, Mauricio, réfléchis, réfléchis », se murmura-t-il. Mais il n'arrivait pas à penser. Le visage de la jeune fille apparaissait de plus en plus clairement. Une mèche de cheveux tombait sur ses lèvres et les tremblements reprirent. Mauricio déglutit, le cœur battant à tout rompre. Cette pièce froide, qui signifiait toujours la fin, semblait maintenant cacher un secret qu'il ne pouvait ignorer. Il se pencha une fois de plus, si près qu'il pouvait sentir le léger parfum de l'eau et de la peau. Les tremblements se répétèrent, c'était presque imperceptible, mais il le vit, et une larme coula sur son visage sans qu'il le veuille. « Tu m'entends » demanda-t-il doucement, sans attendre de réponse. « Eh, si tu m'entends, essaie de respirer à nouveau. » Il ne se passa rien pendant un moment, puis il vit une faible respiration s'élever de sa poitrine, mais cela suffit à bouleverser Mauricio. Il resta immobile, les yeux remplis de larmes, la main toujours en l'air. L'air autour de lui revint, mais il était différent, chaud de vie, rempli de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Il fit un pas en arrière et porta sa main à sa bouche, incapable d'y croire. « Ce n'est pas possible, dit-il doucement, pleurant sans le vouloir. Ce n'est pas possible. Sans réfléchir à deux fois, il poussa la civière avec force, les roues crissant sur le sol froid. « Allez, ma fille, tiens bon, s'il te plaît, » murmura-t-il comme si elle pouvait l'entendre. La morgue était grande et silencieuse, et chaque couloir semblait plus long que le précédent. Les lumières clignotaient et le bruit de la civière heurtant les portes résonnait dans tout l'hôpital vide. « À l'aide !» cria-t-il d'une voix rauque. « J'ai besoin d'aide ici. » Deux infirmières apparurent au coin du couloir, effrayées. L'une d'elles, une planche à la main, s'arrêta brusquement. « Docteur, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce corps vient de la morgue. » Mauricio, en sueur, désigna la jeune fille. « Elle est vivante. » Les infirmières se regardèrent. « Comment ça, vivante ? D'après les dossiers, elle est déjà morte. »« Je l'ai vue, » répondit-il fermement, les yeux remplis de larmes. « J'ai vu ses lèvres bouger. Elle respire, même si c'est faiblement. » L'une des infirmières secoua la tête sans bouger. « Docteur, vous êtes fatigué. Ces choses-là arrivent. On voit ce qu'on veut voir. » Mauricio s'avança, la voix tremblante, mais très assurée. « Vous croyez que je ne sais pas à quoi ressemble un corps sans vie ? Je passe mes nuits ici à voir la mort tous les jours. Je sais quand quelqu'un est mort, mais pas cette fille. Elle est toujours là. Je suis désolé. » Le silence envahit le couloir. Les infirmières se regardèrent, ne sachant pas quoi faire. Puis une voix de femme retentit derrière elle. « Que se passe-t-il ici ?» C'était Paola, une jeune infirmière qui était de service. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, son badge était de travers, et elle avait l'air fatiguée, mais attentive. Elle s'est approchée de la civière, a regardé le visage de la fille, puis Mauricio. « Vous êtes sûr, docteur ?» a-t-elle demandé à voix basse. Mauricio a hoché la tête, presque essoufflé. « Regardez par vous-même, » a-t-il dit. « Regarde sa poitrine. » Paola se pencha lentement et posa deux doigts sur le cou de la jeune femme. Le temps sembla s'arrêter à nouveau. 1, 2, 3 secondes. Soudain, Paola retint son souffle. « Je l'ai senti, » murmura-t-elle, surprise. « Elle est faible, mais elle a un pouls. » Mauricio ferma les yeux, soulagé. Une larme coula sans qu'il s'en rende compte. Paola le savait. Elle regarda fermement les autres infirmières. « Aidez-le, on l'emmène aux urgences. » Sans dire un mot, les infirmières commencèrent à pousser le brancard avec elle. Mauricio marchait à côté d'elle, tenant le masque à oxygène, essayant de suivre le rythme de ses pas et de son cœur. Le couloir semblait maintenant différent. Chaque pas était une lutte contre le temps. Le bruit des roues qui tournaient et les battements du cœur de Mauricio étaient les seuls sons audibles. « Tiens bon, ma fille, encore un petit effort, » dit-il en serrant le drap près de sa main. « Ne pars pas maintenant, pas comme ça. » Paola le regarda avec un regard déterminé. « Docteur, si vous n'aviez pas insisté, personne ne l'aurait remarqué. » Il prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas la laisser. La civière entra par les portes des urgences. Et le bruit des machines, les voix, les pas précipités remplirent tout l'endroit. Mais le son le plus fort à l'intérieur de Mauricio était celui de l'espoir qui revenait après tant de vies perdues. Il était là, courant, croyant, luttant contre l'impossible. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas seulement un corps, il voyait quelqu'un qui pouvait encore revenir. Le bruit des pas précipités remplissait le couloir. Mauricio poussait la civière comme si son propre cœur y était allongé. Paola marchait à ses côtés, ajustant l'oxygène et essayant de se frayer un chemin à travers les brancards, les draps, l'odeur forte des médicaments, le bruit des portes qui se fermaient.
Les voix confuses, les machines qui clignotaient, tout semblait lointain. Ils entrèrent dans la salle des urgences. Les lumières blanches leur faisaient mal aux yeux. « Dépêchons-nous » cria Paola, enfilant déjà ses gants. Mauricio aida à déplacer la jeune fille sur le lit. Elle était si légère qu'il avait peur de la casser. Ses cheveux étaient encore mouillés, collés à l'oreiller. Son corps était froid, ses lèvres un peu violettes, mais une faible vie s'y cachait. Paola a ajusté le masque à oxygène. Le bruit de l'air sortant du tube a rempli le silence. « Tension artérielle très basse », a murmuré l'une des infirmières, « pouls presque nul ». Mauricio s'est penché, les yeux fixés sur le moniteur. Rien, puis un petit bruit, un bip, puis un autre. Il retint son souffle et murmura comme s'il parlait à un enfant endormi. « Respire, respire s'il te plaît ». Le moniteur clignota à nouveau, faiblement et de manière instable, mais c'était un signe de vie. Paola le regarda et sourit, soulagée. « Écoute, il y a un battement de cœur. Elle se bat. » Mauricio prit une profonde inspiration et essuya la sueur de son front avec son bras. « Qui es-tu, petite » demanda-t-il doucement. « D'où viens-tu » Pas de papier d'identité, pas de sac, rien. Juste une robe légère trempée et collée à ta peau et des baskets sales de terre séchée. L'équipe commença à partir petit à petit. Seuls lui et Paola restèrent, finissant de nettoyer la jeune femme. Le bruit des machines était maintenant plus régulier, comme une respiration fatiguée qui ne voulait pas abandonner. Mauricio la regarda en silence, observant ses traits. Il vit quelque chose qui lui fit penser au temps perdu dans des histoires coupées en deux, une peau pâle, un visage trop calme pour quelqu'un qui avait failli mourir. Paola prit un chiffon sur un plateau et commença à nettoyer soigneusement les jambes de la jeune femme. Soudain, elle s'arrêta. « Docteur, regardez ça », dit-elle en baissant la voix. Caché sous la saleté de sa cheville se trouvait un bracelet en tissu usé. Il était vieux, à moitié cassé, avec un nom brodé à la main, lettre par lettre, « Catalina ». Mauricio s'approcha, les yeux humides. Il passa son doigt sur les lettres tordues, sentant la broderie. Catalina répéta le nom presque dans un murmure. Il flottait dans l'air, doux, comme si l'hôpital lui-même s'était arrêté pour écouter. Catalina, un nom simple, oublié, mais qui avait beaucoup de poids. Paola borda la jeune fille avec le drap et le regarda. « Quelqu'un la cherchait-il » Mauricio prit un moment pour répondre. « Je l'espère » dit-il, la voix brisée, parce que personne ne devrait avoir à se battre pour vivre ainsi. La machine émit un nouveau bip. Le rythme était encore faible mais régulier. Catalina respirait. Et d'une certaine manière, ce son redonna à Mauricio quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir, la foi. Le jour se leva, gris. Une pluie fine tapait sur les fenêtres de l'hôpital et le bruit lointain des sirènes se mêlait au murmure des couloirs. Mauricio était assis sur une vieille chaise, vêtu d'une blouse tachée de café, les yeux enfoncés dans les orbites, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des nuits. De l'autre côté du mur, la jeune femme désormais appelée Catalina respirait grâce à des machines. Le son du moniteur était la seule chose qui le maintenait en vie. La porte s'ouvrit lentement. 2 policiers entrèrent, trempés, des dossiers à la main et le visage fatigué. « Docteur Herrera » demanda le plus âgé, en ajustant sa casquette. « Nous venons du commissariat central. Nous devons clore le rapport sur l'affaire d'hier concernant la jeune fille. » Mauricio se leva, essayant de cacher son impatience. « La clore ? Comment pouvez-vous la clore ?» Le policier jeta un coup d'œil à un bout de papier. « On a trouvé le corps dans un ruisseau à 10 km d'ici, sans papier et sans signe évident de violence. Les médecins légistes pensent qu'il s'agit d'une tentative de noyade. Elle était probablement déjà morte à son arrivée. » Mauricio rit nerveusement, un petit rire incrédule. « Probablement », répéta-t-il en croisant les bras. « Elle est en vie. » L'autre policier plus jeune détourna le regard, évitant le conflit. « Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'elle était morte quand elle est arrivée. Vous devez comprendre, docteur, que des cas comme celui-ci arrivent. C'était peut-être une erreur lors de la vérification. » Mauricio fit un pas en avant. « Non, ce n'était pas une erreur. Sa voix était ferme, basse, chargée. Je l'ai vue. J'ai senti le moment où elle est revenue. Ce n'est pas n'importe quel cas, vous comprenez. » Le policier plus âgé poussa un soupir d'impatience. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, l'hôpital ne peut pas continuer à s'impliquer dans des histoires comme celle-ci. La fille est en vie, parfait. Mais pour nous, l'affaire est close. Tentative de noyade, aucun suspect. » Mauricio passa nerveusement la main dans ses cheveux et regarda par la fenêtre la pluie qui coulait sur la vitre, comme si le monde pleurait lui aussi. « Tu parles de clore, mais comment clore quelque chose qui n'a même pas commencé ?»
demanda-t-il sans se retourner. Personne ne sait qui elle est, ce qui s'est passé, pourquoi elle est apparue comme ça, et tu veux clore l'affaire. Le jeune policier tenta de calmer la situation. Docteur, ce n'est rien de personnel, je ne fais que suivre les protocoles. Mauricio se retourna, les yeux rougis. Je suis les protocoles tous les jours, et même comme ça, si j'avais suivi un protocole hier, cette fille serait dans un frigo en ce moment. Le silence était lourd. Le bruit de la pluie dehors devenait plus fort. Paola, qui observait depuis la porte, s'avança. « Il a raison, dit-elle doucement. Cette fille n'est pas arrivée morte. Elle n'est pas arrivée en demandant de l'aide à sa manière, mais quelque chose s'est passé. » Les policiers se regardèrent, hésitants. Le plus âgé ferma lentement le dossier. « Je comprends votre inquiétude, mais parfois, la vérité est plus simple que ce que nous voulons bien accepter. » Mauricio eut un rire amer. « Oui, le problème, c'est que la vérité très simple cache généralement la plus difficile. » Le policier acquiesça, ne sachant pas comment répondre, et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Si vous découvrez quelque chose de nouveau, prévenez-nous. Mais officiellement, l'affaire est close. » La porte claqua. Mauricio resta immobile, les yeux fixés sur le sol. Paola s'approcha lentement, et cette fois, il lui fallut quelques secondes pour répondre. Puis, la voix brisée, il dit « On ne va pas laisser tomber. » Il appuya aussi son front contre la vitre. Dehors, la ville continuait à vivre, inconsciente, mais en lui, quelque chose grandissait. Un mélange de rage, de foi et de peur. Ce n'était pas seulement son instinct de médecin. C'était comme si une force invisible lui disait qu'il devait continuer, que cette fille avait été mise sur son chemin pour une raison, et il ne savait pas quelle était cette raison. La réception de l'hôpital était calme en cette matinée nuageuse. Une odeur de café froid mélangée à celle de l'alcool à brûler flottait dans l'air. Les gens se pressaient, l'air fatigué. Au milieu de tout ça, une femme debout près de la porte, trempée par la pluie, semblait déplacée. Elle serrait contre sa poitrine un sac usé et tenait une photo froissée dans ses mains tremblantes. Ses grands yeux effrayés étaient remplis de peur, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait même pas décrire. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, essayant d'être aimable. La femme prit une profonde inspiration, la voix tremblante. « Je cherche ma nièce. Elle s'appelle Catalina. Elle a disparu il y a 2 jours. Ils m'ont dit que peut-être... » Sa voix se brisa. « Ils ont amené ici une fille sans nom. » La réceptionniste la regarda avec pitié mais hésita. « Madame, on ne peut pas donner d'infos sur les patients sans l'autorisation du médecin. S'il vous plaît, » l'interrompit la femme les larmes aux yeux. « Je veux juste savoir si elle est en vie, c'est tout. » La réceptionniste cligna des yeux, ne sachant pas quoi faire. « Attendez un instant, je vais appeler le médecin responsable. » Peu après, Mauricio apparut dans le couloir, toujours vêtu de sa blouse ouverte, le visage fatigué, mais lorsqu'il vit les yeux angoissés de la femme et son corps recroquevillé de peur, quelque chose se serra en lui. « Je suis le docteur Herrera. Que s'est-il passé ?» La femme tendit la photo avec des mains tremblantes. C'était une simple photo d'une fille souriant devant un mur peint, avec de longs cheveux et le même regard doux. « C'est ma nièce, » dit-elle. « Catalina est partie à l'école et n'est pas revenue. » Mauricio prit la photo et son cœur s'arrêta de battre pendant 1 seconde. C'était le même visage, la même fille que sur la civière, celle qui luttait pour respirer dans la pièce voisine. Mauricio resta un instant silencieux, le regard fixé sur la photo. « Où habite-t-elle » demanda-t-il en essayant de contrôler sa voix. « Avec moi » répondit la femme. « Depuis que sa mère est morte quand elle était bébé. On était juste toutes les 2. C'est une fille studieuse et gentille. Elle ne s'est jamais mêlée à des histoires. Mais avant de disparaître, elle a dégluti péniblement et a commencé à dire que quelqu'un la suivait. Je pensais que tout ça était dans sa tête. Et là, sa voix s'est brisée. Mauricio s'est approché lentement et lui a touché l'épaule. « Madame, vous vous appelez Teresa, Doña Teresa. Vous devez vous asseoir. » Elle obéit, prise de vertige, les mains crispées sur le sac. « Vous savez quelque chose, docteur ?» demanda-t-elle avec crainte, le regard suppliant. Mauricio prit une profonde inspiration. Il ne savait pas s'il devait le dire, mais il ne pouvait pas mentir. « Doña Teresa, la fille sur la photo est la même que celle qu'ils ont amenée ici, » dit-il doucement. « Mais elle n'est pas morte. » Teresa ouvrit les yeux, sans comprendre. « Comment ça, elle n'est pas morte ? Elle est en vie, » répondit-il doucement. « Elle est dans le coma, mais elle est en vie. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. La femme porta la main à sa bouche et se mit à pleurer. Des pleurs contenus, presque silencieux. Les larmes coulaient lentement, comme si son corps ne savait plus comment réagir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en tremblant. « Et vous, à sa place, que feriez-vous »
Dites-le en commentaire. Je pensais que je ne la reverrais jamais. Mauricio s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Vous êtes sa famille et elle a besoin de vous maintenant. Teresa secoua la tête et répéta doucement. Elle est tout ce que j'ai. Les yeux de Mauricio se remplirent de larmes. Il regarda à nouveau la photo, le sourire de Catalina, le même sourire désormais effacé dans le silence. À ce moment-là, il ressentit quelque chose de fort, presque sacré, un devoir qui venait de l'intérieur, qui ne pouvait s'expliquer ni par la science ni par la foi. Il regarda Teresa et dit fermement, retenant son émotion. « Doña Teresa, je te promets qu'elle se réveillera, et quand cela arrivera, nous découvrirons ce qu'ils lui ont fait. » La femme pleura encore plus fort, mais cette fois, ses pleurs étaient différents. Elle souffrait, certes, mais elle avait aussi de l'espoir. Et au milieu de cet accueil froid, deux inconnus se rencontrèrent. L'un essayant de sauver l'autre de la désespérance, tous deux s'accrochant à une foi qui respirait encore, bien que faiblement, bien que fatiguée. La chambre d'hôpital était silencieuse. Seul le bruit des machines et la respiration douce de Catalina remplissaient de l'air. La lumière du soir pénétrait par la fenêtre dorée et fatiguée, donnant à tout un ton de belle tristesse. Paola arrangeait les draps avec concentration. Elle aimait s'occuper d'elle, même si elle ne savait pas qui elle était. Il y avait quelque chose chez cette fille qui touchait tout le monde, peut-être son calme, peut-être le mystère. En changeant les vêtements mouillés qui étaient encore rangés dans un sac en plastique, Paola remarqua une chaussure lourde dont la semelle était à moitié détachée. Elle pensa à la jeter, mais quelque chose la poussa à la regarder à nouveau. Elle appuya sur le talon et sentit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. « Hé !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle attrapa une paire de ciseaux et coupa soigneusement la couture usée. Un morceau de papier en sortit, plié plusieurs fois, jauni et imprégné de boue séchée. Il semblait vieux, mais il avait une importance silencieuse. Paola l'a séché avec un chiffon et l'a déplié. C'étaient des pages arrachées d'un cahier, écrites d'une écriture petite, rapide, presque désespérée. Elle a lu lentement, essayant de comprendre. Ils me suivent tous les jours. Ils disent que je suis comme ma mère. Ils disent qu'ils vont aussi prendre son cœur. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a tourné la page. Je ne peux le dire à personne. Personne ne me croirait. Ils sont respectés. Tout le monde leur fait confiance. Mais je sais ce qu'ils lui ont fait. Paola porta la main à sa bouche, effrayée. Elle regarda Catalina allongée là, le visage paisible, comme si elle se reposait après une guerre. Elle glissa le papier dans sa poche et sortit en hâte. Elle mit le papier dans sa poche et se précipita dehors, courant presque dans le couloir jusqu'au bureau de Mauricio. Mauricio. Il était là, penché sur une pile de rapports, essayant de comprendre l'impossible. Quand elle est entrée, agitée, il a levé les yeux. « Paola, que s'est-il passé ?» Elle a posé les papiers sur la table, incapable de parler pendant un instant. J'ai trouvé ça dans sa chaussure. Mauricio a ouvert la note avec précaution, lissant les plis, l'écriture tremblante, les mots brisés, la peur cachée entre les lignes. Il l'a lu silencieusement une fois, puis deux fois. Lorsqu'il arriva à la partie qui disait « Ils disent que je suis comme ma mère », il leva les yeux, perplexe. On dirait un journal intime. « Oui, c'est vrai », répondit Paola doucement, « mais lis la fin. » Mauricio se tourna vers la dernière partie et lut la phrase rayée. « Si je disparais, cherchez le père Rogelio. » Le nom flottait lourdement dans l'air. Il resta immobile, le papier tremblant entre ses doigts. Paola le remarqua. « Tu connais ce nom ?» Mauricio mit un moment à répondre. « Je le connais. Tout le monde le connaît, » dit-il enfin d'un ton étrange. « C'est le prêtre le plus influent de la région. Il gère des refuges, organise des événements, passe à la télévision locale. » Elle fronça les sourcils. « Alors pourquoi cette réaction, docteur ?» Il prit une profonde inspiration, le regard perdu dans le lointain. « Si ce passage vous touche, laissez un j'aime. Cela aide cette histoire à être lue. Il y a des années, une femme est venue ici avec d'étranges blessures, comme si quelqu'un avait essayé de lui faire du mal sans laisser de traces. Elle a dit qu'elle venait de ta paroisse et m'a raconté que quelque chose de grave s'y passait. J'ai fait un rapport, mais le lendemain, elle avait disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. » Paola était sans voix. Le silence devint épais et pesant, comme si les murs écoutaient. « Tu penses que ça a commencé ?» commença-t-elle avec hésitation. Mauricio l'interrompit. « Je ne crois encore rien, mais je sais que cette fille ne s'est pas retrouvée dans ce ruisseau par hasard. » Elle passa ses mains sur son visage, les yeux remplis d'épuisement et de rage contenue. « Paola, garde ça pour toi. Personne ne doit le savoir pour l'instant. » Son cœur battait à tout rompre. « D'accord, docteur. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il regarda par la fenêtre.
La pluie fine recommençait à tomber. Maintenant, on attend qu'elle se réveille et on prie pour qu'elle puisse raconter la suite de l'histoire. Paola regarda Catalina de loin, immobile, reliée aux machines, et sentit un frisson la parcourir. Ce bout de papier sale caché dans une chaussure semblait trop petit pour porter autant de peur. Le petit matin avait un silence différent. Ce n'était pas le silence paisible du repos. C'était le genre de silence qui pèse lourdement, qui semble avertir que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. L'hôpital dormait, éclairé par des lumières tamisées et le bruit des machines marquant le rythme de la nuit. Mauricio était seul dans la salle des médecins, relisant les notes sur Catalina, un café froid à côté de lui, l'esprit agité. Soudain, 3 coups secs frappèrent à la porte. Il n'était ni timide, ni urgent, mais calculé. « Docteur Herrera », dit une voix masculine ferme de l'autre côté. Mauricio regarda l'horloge. Il était plus de 2 heures du matin. « Qui est-ce que ?»« Je m'appelle Javier Landa. Je suis avocat pour le diocèse. Nous devons parler. » Le médecin fronça les sourcils, méfiant. « Le diocèse à cette heure-ci » Il ouvrit la porte avec précaution. Un homme en costume sombre, aux cheveux impeccables et au sourire trop poli, entra comme s'il connaissait déjà les lieux. Il salua Mauricio d'une poignée de main rapide et sèche. « Désolé d'arriver si tard, docteur, mais c'est une affaire délicate. » Mauricio resta debout, sans lui proposer de s'asseoir. Délicate dans quel sens? L'avocat ajusta les poignets de sa veste, regardant autour de lui comme s'il inspectait un territoire ennemi. « Je crois savoir qu'il y a quelques jours, vous avez accueilli une jeune femme sans papier d'identité. » La nouvelle s'est rapidement répandue. « Et alors ?» demanda Mauricio, sans cacher son agacement. « Rien, rien, » répondit l'homme avec un sourire forcé. « Nous voulons simplement nous assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Je représente l'église locale. Vous comprenez, nous avons des responsabilités envers la communauté et les rumeurs peuvent être dangereuses. Nous voulons protéger la jeune fille. » Mauricio l'observait en silence. « Que voulez-vous dire exactement ?» L'avocat croisa les mains, gardant un ton maîtrisé. « Il y a des gens agités. On parle d'accusations, de non-cités. Je suis juste venu vérifier s'il y avait une plainte officielle contre quelqu'un. » Mauricio plissa les yeux. Il veut savoir si quelqu'un a porté plainte, mais il n'a pas demandé le nom de la patiente ni son état de santé. L'avocat continuait de sourire. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Tu sais comment la presse peut être avec l'Église, en disant qu'elle n'aide pas la région, alors que c'est nous qui soutenons le plus les causes sociales. » Le docteur se leva lentement, croisant les bras. Il vient à l'hôpital au milieu de la nuit juste pour demander s'il y a une plainte, et il ne connaît même pas le nom de la fille. L'avocat a essayé de cacher son agacement en essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. « Je ne fais que suivre les ordres, docteur. L'évêque préfère régler les choses discrètement. » Mauricio s'est avancé avec un regard déterminé. « Pourquoi tant de précipitation ?» L'homme a pris une profonde inspiration. « Pourquoi c'est Le masque commençait à se fissurer. « Docteur, vous êtes un homme sensé. Ne vous mêlez pas de quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt. Cette jeune femme, parfois, les gens se perdent, inventent des histoires et finissent par faire du mal à des gens bien, des gens dont l'esprit est embrumé par la drogue, l'alcool, les ténèbres, ce genre de choses. Non, c'est rien. » Mauricio serra les poings, le sang bouillant dans ses veines. Les gens bien ne se pointent pas à l'hôpital à minuit pour vouloir étouffer une histoire qui n'a même pas encore commencé. L'avocat le fixa du regard sans plus feindre la cordialité. « Fais attention, docteur. La foi des gens est une chose très délicate. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher. » L'atmosphère est devenue pesante. Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur s'est amplifié. Mauricio a esquissé un sourire amer. « Tu as raison. Mais il y a des choses qui ne peuvent être réduites au silence, ni par la peur, ni par le pouvoir. » L'homme a mis son mouchoir dans sa poche et a ajusté sa cravate. « J'espère que tu y réfléchiras. » Il se retourna et partit sans dire au revoir. Le bruit de ses pas dans le couloir s'estompa jusqu'à disparaître. Mauricio resta là un moment, essayant de comprendre le nœud qu'il ressentait à l'intérieur. Il retourna à sa chaise, mais ne parvint pas à s'asseoir. Il regarda par la fenêtre, la vitre embuée par la pluie qui tombait à nouveau. Son cœur battait vite. Il n'avait aucune preuve, mais il le sentait. L'odeur d'une dissimulation était là, claire et sale. Cette visite n'était pas par curiosité, c'était un avertissement. Et à ce moment-là, seul dans cette pièce froide, Mauricio comprit qu'il n'était plus seulement un médecin essayant de sauver une vie. Il était désormais au milieu de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui essayait de toutes ses forces de rester caché dans l'obscurité. Le jour se levait lentement, gris, comme si le ciel lui-même avait peur d'ouvrir les yeux. Mauricio entra dans la chambre de Catalina, la tête lourde,
et le cœur fatigué. Quelque chose en lui ne le quittait pas depuis cette visite matinale. Quelque chose ne collait pas, ça n'avait pas de sens. Paola était à côté du lit, en train de changer le bandage sur le bras de la jeune fille. Le bruit constant des machines accompagnait le silence qui n'existe que dans les chambres d'hôpital, un silence qui respire avec ceux qui y sont allongés. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda Mauricio à voix basse. « Stable », répondit Paola sans détourner le regard, mais son corps porte de nombreuses petites marques. Cela ne ressemble pas à une simple noyade. Mauricio s'approcha lentement, observant le visage de Catalina. Ses cheveux, maintenant plus secs, tombaient sur ses épaules, cachant une partie de son cou. Il ajusta une mèche et sentit quelque chose d'étrange à l'arrière de son cou, une petite bosse dure recouverte de sparadrap. Il fronça les sourcils. « Paola, apporte-moi des ciseaux. » Elle le regarda, perplexe, mais obéit. Mauricio coupa soigneusement le sparadrap, puis ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il y avait une fine incision précise, refermée à la hâte, comme si quelqu'un avait voulu la cacher plutôt que de la soigner. La peau autour était violette, le genre de blessure qui ne vient pas de l'eau ou d'une chute. Paola porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» Mauricio passa délicatement ses doigts autour de la marque. Son toucher était doux, presque comme une excuse. Ah, son regard devint sérieux. Pour ne pas manquer la suite de cette enquête, abonnez-vous. Ce n'est pas un accident, dit-il fermement. Quelqu'un lui avait fait ça. Paola resta silencieuse, essayant de comprendre. Mais pourquoi? Il secoua la tête sans répondre. Il savait que toute hypothèse à ce moment-là serait insignifiante comparée à l'horreur que la vérité pouvait apporter. Le médecin attrapa une lampe de poche et éclaira mieux la blessure. La coupure suivait une ligne parfaite, comme si elle avait été faite avec un scalpel, mais qui ferait une chose pareille en dehors d'un hôpital. Et pourquoi? Paola tenait nerveusement le respirateur. « Tu penses qu'ils ont essayé… » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Mauricio prit juste une profonde inspiration. « Je pense qu'ils ont essayé d'effacer quelque chose. » Il ajusta le drap sur le corps de Catalina, recouvrant à nouveau son cou comme pour la protéger du froid, de la peur et du monde. Puis il resta là, debout à côté du lit, regardant le visage paisible de Catalina, ses longs cils, le petit mouvement de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait avec difficulté. « Tu es toujours là, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Je sais que tu es là. » Il lui tint la main, froide mais légère, et continua. « Ils t'ont fait beaucoup de choses. Je ne sais pas quoi ni pourquoi, mais je te promets que tu retrouveras ta voix et ton regard. » Le moniteur émit un léger bip, presque comme une réponse. Paola l'observait en silence, les yeux remplis de larmes. C'était étrange de voir cet homme, toujours si fort, laisser transparaître ses sentiments. Mauricio baissa la tête, toujours en tenant la main de Catalina. « Accroche-toi, ma fille », murmura-t-il en serrant légèrement sa main. « Je serai là quand tu ouvriras les yeux, et cette fois, personne ne te fera taire. » Dehors, le vent se mit à battre contre les fenêtres, comme si le monde entier voulait aussi écouter. Et dans cette petite pièce remplie de fils et de machines, le combat pour la vie se poursuivait, silencieux mais acharné, comme la faible respiration. Mauricio était assis à côté du lit de Catalina, les yeux fatigués et le cœur lourd. Les cernes sous ses yeux montraient qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, mais il ne voulait pas partir, même pas une seconde. Le son du moniteur était le même, ce bip lent et constant qui se confondait déjà avec le rythme de sa poitrine. De temps en temps, il ajustait le drap et humidifiait ses lèvres avec un coton humide, comme quelqu'un qui s'occupe d'un oiseau blessé. De l'autre côté du lit, Teresa, sa tante, tenait un chapelet si fermement que ses doigts en étaient déjà marqués. Ses yeux étaient rouges et fatigués, mais pleins de foi. Personne ne disait rien. Le temps passait jusqu'à ce que quelque chose change. C'était minime, presque invisible, mais Mauricio le remarqua. Les doigts de Catalina bougèrent, un léger tremblement, faible mais réel. Il bondit, le cœur battant à tout rompre. Paola cria depuis le couloir. « Vite, venez !» Paola entra en courant, les yeux alertes. « Que s'est-il passé ?» demanda Mauricio, incapable de cacher son excitation. « Regarde, regarde sa main !» Ils s'approchèrent tous les trois. Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité. Catalina respirait plus fort. Sa poitrine se soulevait un peu plus haut, le son du moniteur s'accéléra et un peu d'air sortit de sa bouche. Catalina murmura d'une voix brisée. « Tante Teresa, écoute-moi, c'est moi. » Mauricio prit lentement la main de la jeune fille. « Ma fille, je suis là, oui, tu es en sécurité. » Son corps bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent, puis lentement, très lentement, ses yeux s'ouvrirent un instant. Le monde entier sembla s'arrêter.
Mauricio resta immobile, regardant ses yeux faibles et perdus, comme quelqu'un qui revient d'un endroit lointain. Ses yeux cherchèrent quelque chose dans l'air jusqu'à ce qu'ils trouvent son visage. Ce ne fut qu'une seconde, mais cela suffit. Son regard le reconnut. Il sourit, mais son sourire était humide. « Salut » murmura-t-il, « tu es de retour. » Catalina cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre où elle était. Puis elle tourna la tête et vit Teresa. Ses yeux se remplirent de larmes. Cela sortit dans un murmure, presque sans voix. Teresa tomba à genoux à côté du lit, pleurant bruyamment, comme si elle libérait tout ce qu'elle avait retenu pendant des jours. « Dieu merci, mon amour. » Catalina a essayé de lever la main, mais elle était faible. Mauricio l'a aidée, guidant sa paume vers le visage de sa tante. Le contact était doux, mais c'était comme des retrouvailles après une éternité. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit, seulement les pleurs mêlés de soulagement, de peur et de gratitude. Puis Catalina a rouvert la bouche, la voix rauque et brisée. « Il est toujours là » murmura-t-elle, les yeux fixés sur un point lointain. « Il sait que je suis en vie. » Mauricio sentit un frisson lui parcourir le corps. Son sourire s'estompa et son cœur se mit à battre plus vite. Mais il se contrôla. Ce n'était pas le moment de poser des questions. C'était le moment de s'accrocher. Il lui serra doucement la main. « Calme-toi ma fille, tu es en sécurité. On va prendre soin de toi. » Oui, ses yeux se refermèrent, fatigués, mais les larmes continuaient de couler sur son visage. Teresa posa son front sur la main de sa nièce, pleurant doucement. « Tu es revenu vers moi, mon amour. » Mauricio regarda la scène et prit une profonde inspiration. Son corps tremblait, mais son cœur, pour la première fois depuis longtemps, était comblé. Il sentait qu'il y avait là quelque chose de plus grand que la médecine, que les protocoles, que toute explication. C'était la vie qui revenait. C'était l'espoir qui disait que ce n'était pas encore fini. Il regarda Catalina et, d'une voix brisée, dit doucement « Bon retour parmi nous, ma fille. Tu es plus forte que nous tous. » Et pendant un instant, la pièce sembla plus chaude, comme si le soleil avait décidé de se montrer ici en premier. La pièce était silencieuse, seul le bruit du vent frappant la fenêtre se faisait entendre. Catalina était assise sur le lit, pâle, le regard perdu. Les câbles encore connectés à son corps lui rappelaient qu'elle était revenue de l'au-delà, mais la force dans ses yeux disait le contraire. Elle était en vie, oui, mais à l'intérieur, quelque chose luttait encore pour sortir. Mauricio est entré lentement, un verre d'eau à la main. « Tu dois t'hydrater un peu » a-t-il dit doucement, en essayant de ne pas l'effrayer. Elle a levé les yeux et a mis beaucoup de temps à attraper le verre, les mains tremblantes. « Je me souviens de tout, docteur » a-t-elle murmuré, et ça fait mal de se souvenir. Mauricio s'est assis sur la chaise à côté du lit. « Parle à ton rythme, personne ne va te presser. » Elle regardait droit devant elle sans voir personne. J'avais 12 ans quand ça a commencé. Sa voix tremblait, brisée, comme si chaque mot pesait une tonne. Ils appelaient ça un groupe de prière. Ils disaient que c'était pour renforcer la foi. Ma mère leur faisait confiance. Elle ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Au début, le père Rogelio était gentil. Il m'appelait sa fille. Il disait que Dieu avait des projets pour moi. Je le croyais. On allait aux réunions. Il nous serrait dans ses bras et priait pour nous. Mais un jour, quand ma tante est partie plus tôt, sa voix s'est brisée. Il ne priait plus. Mauricio serra les poings, essayant de contenir ses émotions. Elle prit une profonde inspiration et continua. J'ai essayé de le dire à ma tante. Elle est devenue désespérée et a voulu s'enfuir avec moi. Elle a dit qu'elle allait parler à la police, qu'elle allait tout arrêter. Catalina s'est mise à pleurer, le corps tremblant, mais ils l'ont découvert. Il savait tout. Il a dit que personne ne la croirait, que si elle parlait, il dirait qu'elle était folle. Paola, qui écoutait à la porte, s'est couvert la bouche avec la main. Teresa, à côté du lit, pleurait déjà doucement, demandant à Dieu de lui donner la force dans son esprit. Catalina regardait le sol, les larmes tombant sur le drap. Mauricio respirait bruyamment. « Catalina, tu n'es pas obligée de continuer si c'est trop dur pour toi. » Elle a secoué la tête. « Je dois le faire. Si je reste silencieuse, ils gagneront à nouveau. » Silence. Elle a regardé la fenêtre. La pluie commençait à tomber légèrement, comme si le monde écoutait aussi. Après que nous ayons pensé que tout allait bien, il est revenu et m'a dit que j'étais désormais à lui, que je devais accepter le destin de ma famille. Et ma voix s'est bloquée dans ma gorge. J'avais peur, très peur. Les mots ont commencé à sortir rapidement entre deux sanglots. J'ai commencé à m'enfuir. J'ai dormi chez des amis, puis à l'université. Mais ils m'ont toujours retrouvé. Ils m'envoyaient des messages disant que le sang de ma mère était encore dans la rivière et que si je parlais, le mien y serait aussi, car elle avait aussi essayé de s'enfuir.
Mauricio s'est levé lentement, le visage dur. Que s'est-il passé cette nuit-là? Catalina a pris une profonde inspiration et a fermé les yeux pendant une seconde. Je suis allé au bord du ruisseau. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit que si je disparaissais, il ne me retrouverait jamais. J'ai sauté, mais le courant m'a emporté. Je me suis cogné la tête, puis tout est devenu noir. J'ai cru que j'étais morte. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Teresa lui a tenu la main fermement, pleurant aussi. « Mon Dieu, ma fille, quelle tristesse, mon Dieu !» Mauricio resta immobile pendant quelques secondes, essayant de retenir l'émotion qui le serrait à l'intérieur. Il prit une profonde inspiration, s'essuya discrètement les yeux et s'approcha du lit. Catalina dit d'une voix basse et rauque « Tu as survécu, et ce que tu fais maintenant, c'est du courage. Ce que tu fais change tout. » Elle leva les yeux, toujours en pleurant. « Je veux juste qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne, plus jamais à une autre fille. » Mauricio acquiesça, incapable de parler. La pièce devint silencieuse, mais c'était un silence lourd, plein de douleur et de vérité. Paola détourna le visage pour cacher ses larmes. Teresa embrassa le front de sa nièce en murmurant une prière, et Mauricio, le cœur serré, sentit que cette histoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de toutes les voix qui n'avaient jamais été entendues. Catalina ferma les yeux, fatiguée, mais avec une paix qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Mauricio lui prit doucement la main, et à ce moment-là, alors que le bruit de la pluie s'intensifiait à l'extérieur, tout le monde comprit. Elle n'était pas revenue juste pour vivre, elle était revenue pour que la vérité puisse enfin respirer. La nouvelle se répandit dans tout l'hôpital avant que le soleil ne se soit complètement levé. Un policier entra dans la pièce d'un pas décidé, demanda la permission et parla d'une voix sérieuse mais respectueuse. « Madame Teresa, la jeune femme a tout confirmé. Nous avons déjà le mandat. Le père Rogelio a été arrêté il y a peu. » Teresa porta la main à sa poitrine, surprise, comme si un poids de plusieurs décennies venait de lui être enlevé. Catalina ferma les yeux, essayant de retenir un sanglot qui venait du plus profond de son âme. « Il ne fera plus de mal à personne ?» demanda-t-elle, la peur encore dans la voix. « Non, mademoiselle », répondit le policier, « c'est fini. » Catalina pleura, mais c'était un autre genre de pleurs. Ce n'étaient pas des pleurs de désespoir. C'était comme si elle pouvait enfin respirer pour la première fois. Teresa la serra dans ses bras avec toute l'attention du monde. « C'est fini, ma fille, c'est fini. » Mauricio resta immobile, observant la scène. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais son regard était ferme. Il savait le poids de cette victoire. Il en connaissait le prix. Dehors, une petite foule s'était déjà rassemblée devant l'église de Rogelio. Les gens étaient surpris. Ils refusaient d'y croire. Ils se souvenaient de petits détails qui n'avaient jamais eu de sens. Peu à peu, 2, puis 3, puis 4 femmes commencèrent à arriver au poste de police, toutes avec le même regard brisé, toutes avec des histoires qu'elles n'avaient jamais eu le courage de raconter. Paola entra dans la pièce, toute excitée. D'autres filles sortirent. « Docteur, elle parle pour la première fois. » Catalina entendit cela et serra la main de Mauricio. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « C'est toi qui as commencé, » dit-il à voix basse. « Ton courage leur a ouvert la porte à toutes. » D'autres jeunes femmes commencèrent à témoigner, trouvant enfin la force de parler. Catalina le regarda avec les yeux remplis de larmes, mais apaisés. « Je voulais juste qu'aucune autre fille ne vive ce que j'ai vécu, ou ce que ma mère a vécu. » Mauricio a dégluti. Ce regard fragile mais en même temps si fort. Il sentait sa propre fille là, dans un coin, non pas comme un remplacement, mais comme une guérison. « Tu as sauvé ta mère, tu sais, » a-t-il dit d'une voix tremblante. « Tu sauves toutes les filles qui ne seront plus jamais réduites au silence. » Catalina se remit à pleurer. Mauricio pleura avec elle. Teresa prit les 2 mains de sa nièce, lui murmurant ses remerciements, et pour la première fois, tout le monde dans cette pièce sentit que la douleur n'avait pas gagné. Au fond de lui, Mauricio savait que cette affaire lui avait rendu quelque chose que la vie lui avait impitoyablement enlevé des années auparavant. Catalina n'était pas sa fille, mais c'était la vie qui lui disait qu'il pouvait encore sauver quelqu'un. Et qu'en la sauvant, il se sauvait aussi lui-même. Il essuya discrètement ses larmes et dit avec toute la tendresse qu'il avait gardée en lui pendant des années. « Va vivre, ma fille. Le pire reste derrière toi. C'est maintenant ton heure. » Catalina sourit faiblement mais sincèrement. Et dans ce sourire, Mauricio trouva une paix qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Et l'hôpital retrouva peu à peu son calme, tandis que la vérité commençait à faire son chemin. C'est une histoire vraie et forte qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et changé leur vision de la vie.